Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Très heureux d'être avec toi, Nima. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par ce que Netanyahou a dit à propos de la soi-disant fin pacifique. Dans sa récente interview, il ne semble pas qu'ils vont obtenir une quelconque paix au Moyen-Orient avec ce plan. Mais voici comment Netanyahou décrit le plan de paix. Je pense que les coups portés à l'axe iranien ouvrent de nombreuses possibilités. Mais il reste encore un peu de nettoyage à faire. Je crois que l'aspect le plus important concernant Gaza est que la première phase du plan a été accomplie. Et c'est ce que beaucoup ne pensaient pas possible. Je crois que le président Trump pensait qu'avec un effort militaire et diplomatique combiné, nous serions capables d'amener le Hamas à nous rendre tous nos otages. Il nous en reste encore deux, un Israélien et un citoyen thaïlandais. Nous les récupérerons aussi. Ils sont décédés, mais les otages vivants ont été libérés. La deuxième phase consiste à désarmer le Hamas, démilitariser Gaza. Je pense qu'il y a une troisième phase qui consiste à déradicaliser la population de Gaza après 60 ans d'incitation et de lavage de cerveau incroyable, ce qui doit vraiment changer. Mais la première phase, c'est qu'il faut se débarrasser du Hamas. Cela va se produire de l'une des deux manières suivantes. Cela pourrait se faire avec une force internationale que les États-Unis essaient de mettre en place, et j'espère qu'ils y parviendront. Sinon, comme le président Trump l'a dit, et comme je l'ai dit, cela peut se faire de la manière facile ou de la manière difficile. La manière difficile, c'est que nous devrons le faire nous-mêmes. J'espère que non, car je ne veux pas dépenser davantage de sang et de ressources, surtout le sang des Israéliens, ni d'ailleurs celui des Gazaouis. Mais il faut que ce soit fait. Le Hamas ne peut pas rester là et il ne restera pas. Voyez-vous une possibilité que le Hamas, puisque le Hamas fait partie des Palestiniens de Gaza, ou que beaucoup d'entre eux vivent sans le Hamas, qu'est-ce que cela signifie réellement de vivre à Gaza? Eh bien, tout d'abord, il a dit que la première phase du plan de paix avait été réalisée. Or, cela concernait uniquement l'échange d'otages et un cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Israël tue des gens chaque jour. Il continue de faire exploser des bâtiments. La chose la plus étonnante, bien sûr, c'est que la seule manière dont les otages ont jamais été libérés, c'est par des négociations avec le Hamas. Toute la force militaire qu'Israël a déployée n'a pas permis de récupérer les otages et ne le permet toujours pas. Et l'idée que, d'une manière ou d'une autre, après 2 ans de guerre visant à détruire le Hamas, ce qui a échoué, on puisse y parvenir par des moyens diplomatiques est absurde. Le Hamas est le porte-drapeau du nationalisme palestinien à Gaza et dans une large mesure en Cisjordanie. Il n'a pas mentionné la Cisjordanie, où Israël expulse visiblement des gens et construit des murs, un autre mur de séparation dans la vallée du Jourdain. Et il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Et franchement, Israël ne veut pas la paix. Ce qu'il veut, c'est une Palestine sans Palestiniens. Aucune présence palestinienne en Palestine comme résultat idéal. Et cela n'arrivera pas. Les Palestiniens ont fait preuve d'un degré remarquable de résistance face aux expulsions de Gaza et de la Cisjordanie. Pendant ce temps, bien sûr, Israël continue d'attaquer tous ses voisins et construit des zones tampons le long de ses frontières. Ces zones tampons, par le passé, ont souvent fini par devenir du territoire israélien. C'est donc de l'expansionnisme, et Israël semble n'avoir aucune vision de coexistence avec qui que ce soit au Moyen-Orient. Aucune.
Et donc au final, il ne pourra coexister avec personne au Moyen-Orient. C'est une recette pour un conflit armé permanent à perte de vue. Et à la fin, puisque rien n'est éternel, la suprématie militaire israélienne finira par être surmontée. C'est donc une vision de bellicisme et de fabrication de guerre. Il n'y a rien là-dedans qui parle de paix, et on n'atteindra jamais la phase 2. D'ailleurs, la phase 2 qu'il a décrite consistait à désarmer le Hamas. Elle impliquait aussi un retrait israélien de Gaza. J'ai remarqué qu'il ne l'a pas mentionné, car il n'a absolument aucune intention de se retirer. Et en ce qui concerne la force internationale, c'est évident depuis le début. Et il devient désormais de plus en plus évident que ceux qui auraient pu rejoindre une telle force internationale ne participeront pas au désarmement du Hamas contre sa volonté. Ils veulent être des gardiens de la paix, pas des faiseurs de paix, pas des forces de pacification à Gaza. En gros, ce qu'Israël essaye de faire, c'est de trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail à Gaza, en finir avec le Hamas et expulser les Palestiniens, quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire seul, même avec un fort soutien américain. Donc je ne vois rien dans tout cela qui justifie les politiques que M. Netanyahou suit. Il poursuit les mêmes politiques qu'il suit depuis des décennies. Elles n'ont pas fonctionné. Elles n'ont pas rendu Israël plus sûr. Elles ne le feront pas. Et s'il entre dans une nouvelle guerre avec l'Iran, les Israéliens ressentiront très directement la douleur des représailles iraniennes. Il parle du désarmement du Hamas. Et dans la troisième phase qu'il a mentionnée, tu sais, la radicalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela signifie qu'après avoir désarmé le Hamas, vous allez entrer et les tuer tous? Non, je veux dire c'est absurde. En gros, il reproche à la résistance de résister aux incursions israéliennes, aux abus, aux violations des droits humains, aux crimes de guerre, aux meurtres, aux massacres, au génocide. Apparemment, il devrait simplement accepter cela et aimer Israël. Mais pourquoi? Je veux dire, si Israël continue à commettre des actes haineux, il sera haï. Et c'est exactement le drame qui se joue actuellement en Occident. Hillary Clinton a fait une déclaration absurde l'autre jour, accusant TikTok d'alimenter le sentiment anti-israélien chez les jeunes Américains, plutôt que de reconnaître que c'est ce que fait Israël qui suscite l'indignation. Tant qu'Israël continuera à massacrer des gens, à tuer des enfants et des bébés, à brûler des personnes vives, à détruire leurs maisons, à les déshumaniser, à les traiter pire que des animaux, les gens vont haïr Israël. Il ne s'agit pas de déradicaliser qui que ce soit. Si Israël se comportait d'une manière que les autres puissent accepter, ils l'accepteraient. Mais ils n'accepteront pas un État qui se livre à des meurtres de masse et à l'humiliation. Nous avons eu un entretien avec le PDG du Conseil israélo-américain, Ilan Carr, au cours duquel il a déclaré que nous devions tirer des leçons de ce que fait Israël au Moyen-Orient, en Asie occidentale, et appliquer cela ici, aux États-Unis. Voici ce qu'il a dit, Monsieur l'ambassadeur, et j'aimerais connaître votre interprétation de ce dont il parle. Nous vivons une époque de miracles et d'opportunités sans précédent. Le défi qui nous attend ici, et je conclurai là-dessus car c'est essentiel, est de transformer les réussites d'Israël en nos propres réussites et victoires, car nous ne formons qu'un seul peuple. La faiblesse d'Israël est la nôtre, et la force d'Israël est la nôtre. Maintenant qu'Israël a bouleversé toute la situation géopolitique, notre tâche dans la diaspora est de tirer parti de ces victoires et de réaliser ici, face à nos ennemis, ce qu'Israël a accompli face aux siens là-bas. Et c'est sur cela que se concentre l'IAC. C'est une bonne idée. Merci. Oui. Eh bien, j'ai plusieurs commentaires à ce sujet.
Tout d'abord, l'idée qu'Israël ait connu des succès est assez incroyable. Israël est désormais un paria moral. Personne ne veut avoir affaire à lui, sauf quelques personnes issues de l'establishment et certains éléments de la diaspora juive. Mais une bonne partie de la soi-disant diaspora, le mot diaspora est un mot ridicule, car il implique que les Juifs ne sont pas natifs des États-Unis, du Brésil ou d'ailleurs, et qu'ils seraient en quelque sorte en exil. Eh bien, c'est absurde. Quoi qu'il en soit, l'idée qu'Israël ait réussi en commettant un génocide, puis en soutenant que cela devrait être reproduit ici, aux États-Unis, est tout à fait grotesque. Mais je vais faire un commentaire général. Israël a réussi sur un point. Il a commencé par violer le droit international, en ignorant les Nations Unies, la communauté internationale et les normes ordinaires de la décence humaine. Et il s'en est tiré parce que les États-Unis l'ont protégé des conséquences de son comportement. Ce fut une erreur de la part des États-Unis. Cela n'a pas servi notre réputation. Mais nous sommes maintenant allés encore plus loin. Nous avons en réalité, comme il l'a suggéré, adopté les pratiques israéliennes. Désormais, les Américains ignorent le droit international et les normes ordinaires de la décence humaine. Aujourd'hui, les Américains adoptent un état de surveillance et de police dans lequel même les citoyens, s'ils n'ont pas l'apparence européenne, risquent d'être enlevés dans la rue par des personnes masquées qui sont des agents fédéraux puis incarcérés. Et un enfant de 7 ans a été arrêté et emmené au Texas depuis le Vermont, si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, nous suivons les pratiques israéliennes. Elles ont été très néfastes pour Israël, et elles le seront et le sont déjà pour nous. C'est donc un débat interne à la communauté sioniste. Cela peut trouver un certain écho, mais franchement, les Américains ordinaires qui entendent cela seront consternés, absolument consternés. Vladimir Poutine est en Inde et il a été interrogé lors d'une interview à propos de la Palestine. Voici comment il a répondu aux journalistes. C'est une question complexe que personne n'a réussi à résoudre au fil des années. On ne peut pas la régler en quelques mois simplement en appuyant sur un bouton. Cependant, nous devons viser précisément cet objectif: établir un État palestinien. Ce qui a été fait jusqu'à présent l'a été par le président Trump. Naturellement, la première étape consistait à obtenir le retour des otages israéliens détenus par le Hamas. Franchement, je pense que c'était la chose la plus importante accomplie dans le cadre des derniers efforts en faveur d'un règlement à Gaza. Je crois qu'il serait juste d'envisager une organisation de la gouvernance de manière à transférer l'ensemble des pouvoirs aux Palestiniens. De telles options sont en discussion entre pays arabes, entre voisins et au-delà. Le sujet est également débattu aux États-Unis. Je sais qu'au sein des Nations Unies, nous avons toujours participé à ce processus et nous continuerons à le faire avec nos amis. Comment voyez-vous la position de la Russie, surtout si l'on prend aussi en compte celle de la Chine? Ce sont deux pays importants, après tout, en relation avec l'Occident. Eh bien, la Russie, la position que le président Poutine vient de présenter, correspond exactement à ce que souhaite la communauté internationale. Je veux dire, il a insisté sur le transfert de l'autorité aux Palestiniens. Cela signifie l'autodétermination, qui est la question centrale pour les Palestiniens. Il a évoqué la création d'un État palestinien. Et c'est ce que le monde souhaite. La seule véritable opposition à cela vient désormais d'Israël et des États-Unis. Il a justement affirmé que le seul véritable accomplissement du président Trump dans ce contexte avait été un échange d'otages. Le reste du soi-disant plan de paix pour Gaza, comme je l'ai indiqué, n'ira tout simplement nulle part. Il est intéressant d'entendre le président Poutine dire cela, car environ 1/5 des Israéliens sont en réalité des Russes.
certains d'entre eux ayant des titres de judaïté pour le moins douteux. Some of them with very dubious credentials as Jews. Russia has an Mais, vous savez, la Russie entretient une relation étroite avec Israël, et pourtant elle adopte une position juste sur la question palestinienne. La Chine fait de même, mais elle n'a pas les liens avec la population israélienne que les Russes ont. De plus, la Chine, contrairement à la Russie, eh bien, la Russie est un acteur diplomatique actif sur la scène internationale, tandis que la Chine pratique une neutralité stratégique. Elle ne veut pas se laisser entraîner dans les querelles des autres, et cela lui réussit très bien. Cela permet aux Chinois, lorsque les conditions sont favorables, d'agir comme conciliateurs ou médiateurs, comme ils l'ont fait en rétablissant les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils parlent à tout le monde. Ils ont fait un effort pour unifier les Palestiniens, qui sont très divisés en différentes factions, ce qui est assez compréhensible, en partie parce que les Israéliens ont cherché à les diviser, et en partie parce qu'ils sont presque aussi querelleurs que les Israéliens. Les Israéliens sont très divisés entre eux sur presque toutes les questions, et les Palestiniens le sont aussi. C'était donc une déclaration intelligente. Cependant, l'ironie finale est que l'Inde, aujourd'hui sous l'emprise de l'Hindutva, c'est-à-dire une idéologie d'hindouisation, entretient d'excellentes relations avec Israël, parce qu'Israël est anti-musulman, et que le principal ennemi de l'Inde est le Pakistan, qui s'est séparé du reste de l'Inde pour créer une patrie islamique. Ainsi, l'Inde est très anti-musulmane. Il arrive que le pays traite assez mal les musulmans sur son propre territoire. Il existe des violences communautaires, et cela lui a donné un terrain d'entente avec Israël. C'est aussi, bien sûr, un important acheteur d'équipements militaires israéliens. Je suppose que l'un des principaux développements issus du sommet Poutine-Modi à Delhi est que l'Inde achète davantage de systèmes de défense aérienne S-400. Je pense que ceux-ci deviennent assez populaires. Je ne sais pas si l'Iran possède déjà des S-400, mais il dispose certainement de S-300. La réaction typiquement américaine à cela a été d'imposer des sanctions. Par exemple, lorsque la Turquie a effectué cet achat, les États-Unis ont sanctionné la Turquie. J'ignore quelle sera la réaction de l'administration Trump face à la démonstration bien connue que l'Inde et la Russie entretiennent une relation privilégiée. Et ils sont également en train d'acheter un sous-marin à la Russie. Eh bien, ils ont déjà fait cela par le passé. Les Russes ont en fait loué, ou plutôt les Soviétiques ont loué, des sous-marins nucléaires à l'Inde, qui construit désormais les siens. Mais bien sûr, la technologie russe reste bien plus avancée que la technologie indienne. Et l'Inde aspire à contrôler l'océan Indien, qu'elle estime lui appartenir, en quelque sorte. Je ne pense pas que le fait qu'il s'appelle l'océan Indien signifie que l'Inde y ait des privilèges particuliers. Quoi qu'il en soit, oui, le commerce des armes est un facteur important. Il est clair que l'Inde va continuer à acheter du pétrole russe d'une manière ou d'une autre, malgré les sanctions américaines. Il est également évident que la Russie a très rapidement réorganisé son commerce pétrolier. Il n'y a en réalité aucune diminution des exportations de pétrole russe. Peut-être qu'ils gagnent un peu moins d'argent avec leur pétrole, mais ils continuent d'être exportés vers des pays qui en ont besoin. Quand vous voyez Modi se rendre à l'aéroport, lorsque Vladimir Poutine a atterri, Modi s'y est rendu personnellement pour l'accueillir. Quels sont les messages diplomatiques que véhicule ce genre de scène auxquelles nous assistons ces derniers temps? Nous avons vu des choses similaires entre la Russie et la Chine en ce moment. Modi agit ainsi. Alors quelle est votre perception de cela, puisque vous analysez ce type de comportement?
Well, this is an indication of a special relation. Eh bien, c'est une indication d'une relation spéciale qui est de longue date entre l'Inde et l'Union soviétique, et maintenant la Fédération de Russie. Le protocole normal voudrait que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui se rende à l'aéroport, et non le chef du gouvernement ou de l'État. Par exemple, lorsque Macron est récemment arrivé à Pékin, il a été accueilli par Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, et non par Xi Jinping. Bien sûr, il a rencontré Xi Jinping plus tard. Mais il s'agit d'un geste particulier, autorisé par le protocole, mais non exigé. Et c'est un signal adressé au monde indiquant que l'Inde accorde une grande importance à sa relation avec la Russie. Oui, changeons de sujet, monsieur l'ambassadeur, pour parler des discussions entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump a envoyé Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine, Peskov et Kirill Dmitriev. Et le même jour, il semble que Lavrov se trouvait en Chine. Comment voyez-vous la situation actuelle des pourparlers entre les deux parties? Nous avons constaté une certaine panique en Europe, ou peut-être aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu John Bolton parler du fait que Donald Trump vendrait l'Ukraine. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie, vendre l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous passer l'extrait où John Bolton soutient que Donald Trump agit ainsi. J'ai oublié de le préparer. Vous pourriez écrire un article pour The Telegraph à propos de Trump et de votre point de vue sur le fait de trahir l'Ukraine. Mais le titre là-bas dit « La tendance pourrait être en train de s'inverser ». Alors peut-être pourriez-vous vous appuyer sur cet aspect si possible. Eh bien, je pense qu'à ce stade, suffisamment de républicains au Congrès ont compris qu'il n'y a vraiment aucun espoir que Trump défende les intérêts stratégiques américains dans cette affaire. Il cherche un prix Nobel de la paix. C'est aussi simple que cela. Il ne se soucie pas des termes substantiels de l'accord, tant qu'il peut proclamer une réussite. Et je pense qu'il y a encore assez de républicains au Congrès et beaucoup dans le pays qui s'opposent à l'agression russe, qui estiment qu'elle nuit aux intérêts nationaux vitaux des États-Unis, ainsi qu'à la paix et à la sécurité en Europe. J'espère, comme cela semble se dessiner depuis une trentaine de jours, que davantage de républicains au Congrès seront prêts à exprimer publiquement leur désaccord avec le président. C'est l'espoir que j'ai. Où cela mènera-t-il? Eh bien, c'est intéressant, car bien sûr, l'argument de Bolton concerne entièrement la politique intérieure américaine. Il invoque des intérêts nationaux vitaux des États-Unis en Ukraine, mais ne les définit pas. C'est parce qu'il est très difficile d'identifier de tels intérêts. Vous savez, l'Ukraine doit-elle faire partie de la sphère d'influence américaine? Devons-nous avoir des armes à la frontière russe, non seulement dans les pays baltes, mais aussi en Ukraine? Devons-nous maintenir indéfiniment une posture hostile envers la Russie? N'y a-t-il aucune possibilité de conclure des accords avec les Russes? Eh bien, il est clair qu'il n'y en a pas si l'on ne parle pas aux Russes, et les Européens ne leur parlent pas non plus. Les républicains ne parlent pas aux Russes, à part le président Trump, ce qui est à son crédit. Concernant les discussions Witkoff-Kushner à Moscou, je n'ai pas du tout été surpris que 5 heures de dialogue intense n'aient pas abouti à un accord. La soi-disant proposition de paix, qu'il s'agisse de la version originale élaborée en Floride par Kirill Dmitriev et Stephen Witkoff, ou de l'une des nombreuses versions modifiées qui circulent, a en grande partie été remise en question par les Européens lors d'une réunion à Genève avec Marco Rubio, connu pour sa fermeté sur ces sujets. Je ne suis pas surpris qu'elle soit totalement inacceptable pour les Russes comme pour les Ukrainiens. Il y a un principe fondamental.
On ne peut pas obtenir à la table des négociations ce qu'on a perdu sur le champ de bataille. L'Ukraine n'a pas perdu les 14% restants de Donetsk, ni l'ensemble de Zaporizhia ou de Kherson. Et elle ne cédera pas à la table des négociations ce qu'elle n'a pas perdu sur le champ de bataille. Bien sûr, elle perdra ses zones sur le champ de bataille. L'avancée russe est désormais de plus en plus rapide. Je viens de lire un article de Larry Johnson, avec qui je sais que vous discutez souvent, qui soulignait qu'au seul mois de novembre, la Russie a pris à l'Ukraine un territoire 2 fois plus grand que Gaza. Ce n'est pas négligeable, et les forces armées ukrainiennes s'effondrent le long du front. Ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. Avec la combinaison des morts au combat, des blessés et des désertions, environ la moitié de l'armée ukrainienne apparemment absente, sans autorisation, les effectifs de l'Ukraine diminuent. Les chiffres baissent, ils n'augmentent pas. Et les armes ne peuvent atteindre le champ de bataille que par drone. Elles sont réapprovisionnées par drone. Un autre chaudron est en train de se former près de Pokrovsk, qui a été pris par les Russes, malgré les démentis ukrainiens. Environ 1 millier de soldats ukrainiens y sont piégés, et ils vont devoir se rendre. Les Russes ont compris très tôt qu'ils devaient bien traiter les Ukrainiens qui se rendaient. Je suis sûr qu'il y a eu quelques exceptions dans la chaleur du combat ou dans son immédiat après-coup, mais dans l'ensemble, ils ont très bien traité leurs prisonniers de guerre. Et ils ont accepté de les échanger avec les Ukrainiens à un ratio de 38 Ukrainiens pour chaque Russe. On peut donc voir comment se déroule la bataille. Elle ne tourne pas en faveur de l'Ukraine. Ce que John Bolton vient de dire est complètement déconnecté de la réalité. L'Ukraine ne va pas récupérer les territoires majoritairement habités par des russophones qui ne veulent pas être ukrainiens, compte tenu de l'attitude des autres Ukrainiens, qui consiste à les persécuter et à les assimiler de force. L'Ukraine ne va pas les récupérer, et elle va perdre encore plus de territoire. C'est ce qui se passe en ce moment même. La question est donc, voulez-vous sauver l'Ukraine d'un désastre total? Si c'est le cas, il vaudrait mieux que vous proposiez un plan de paix. Et ici, je dirais simplement à propos des Européens. Ils sont absurdes sur cette question. Ils ont démoli le plan de paix de Trump, que je reconnais imparfait à bien des égards, voire intéressé. Je veux dire, ils proposent de s'emparer de 100 milliards de dollars de réserves russes, puis de partager les bénéfices issus de leur utilisation pour la reconstruction de l'Ukraine sur une base 50-50. Bref, je comprends les objections européennes. Mais s'ils ont des objections, où est leur plan de paix? Que proposent-ils de faire à ce sujet? La seule chose qu'ils ont proposée, c'est davantage de combats menés par les Ukrainiens. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les armes pour permettre aux Ukrainiens de continuer à se battre. Les Ukrainiens n'ont pas la main-d'œuvre. C'est donc un monde de fantaisie, et la victime de tout, c'est l'Ukraine, pas la Russie, pas les États-Unis, pas l'Europe. L'Ukraine. L'Ukraine perd des gens à un rythme effréné, et elle a perdu la guerre. Elle perd du territoire parce qu'elle refuse de faire la paix. Et il est dans son intérêt de conclure la paix, même si elle ne veut pas céder, ce qui est compréhensible, les territoires qu'elle n'a pas réellement perdus. Il faut qu'il y ait une négociation, et elle doit commencer entre l'Ukraine et la Russie. Mais rappelons-nous que la dernière fois que l'Ukraine et la Russie se sont assises pour négocier, l'Ukraine a lancé une attaque surprise appelée Spiderweb, utilisant des conteneurs et des camions qui se sont révélés contenir des missiles. Ainsi, négocier avec l'Ukraine semble apparemment signifier courir le risque d'une attaque surprise plutôt que d'avoir une discussion sérieuse. C'est un désordre, et je ne suis pas surpris que Wyckoff et Kushner n'aient pas réussi à convaincre les Russes du plan de paix modifié qu'ils avaient proposé.
En observant le comportement des Européens, on ne voit aucun signe positif ressortir de leur discussion, car pour l'instant, il semble qu'ils prévoient, d'ici 2027, de bloquer toute importation d'énergie russe dans les pays européens. Nous savons comment cela affecterait, par exemple, la Hongrie et la Slovaquie. Ils n'aiment pas cela. Lors de sa récente visite en Russie, Orbán a parlé de sécurité et du fait que la Russie est un partenaire fiable en matière d'approvisionnement énergétique. Pensez-vous qu'il prévoit une guerre longue et continue en Ukraine lorsqu'il parle de 2027? Eh bien, c'est ce qu'ils espèrent. C'est la seule réponse qu'ils ont à la situation. Comme je l'ai dit, ils n'ont absolument aucun plan de paix. Couper l'énergie tout en augmentant les budgets militaires. Et vous savez, on peut voir des économies comme celle de l'Allemagne se vider de leur substance, car les prix de l'énergie ont rendu les produits allemands largement non compétitifs. La France est dans une meilleure position, car elle dépend fortement de l'énergie nucléaire plutôt que de l'énergie importée. Mais il faut se demander, l'Europe est-elle plus en sécurité en dépendant du pétrole et du gaz algérien ou de ceux du Golfe Persique plutôt que de la Russie? Je ne me souviens pas que les Russes aient coupé leurs exportations d'énergie. Je pense que nous avons fait cela en faisant exploser le gazoduc Nord Stream 2 et en imposant des sanctions à la Russie. Mais il y a ici un point plus fondamental. Josep Borrell, le porte-parole de la politique étrangère de l'Union européenne, vient de dire « Ne serait-il pas merveilleux que la Russie se divise en une multitude de petits pays? Ce serait plus facile à gérer. » Cela m'a fait réfléchir. Je ne pense pas que la Fédération de Russie soit en danger d'éclatement, mais l'OTAN, elle l'est, tout comme l'Union européenne. Nous avons déjà eu le Brexit. À présent, Bruxelles aliène les Hongrois et les Slovaques. Au sein de l'OTAN, nous avons des politiques de défense européennes très différentes. L'Espagne a une position, l'Allemagne une autre, la France encore une autre, la Hongrie une autre, et l'Irlande une autre. C'est un membre de l'UPA-Forward, mais elle ne soutient pas cette guerre en Ukraine. Ainsi, n'étant pas membre de l'OTAN, l'Europe est en réalité en train de créer les conditions de sa propre désintégration et non celle de la Fédération de Russie. Et un dernier point. Ursula von der Leyen affirme qu'il est inadmissible de modifier les frontières ou de s'emparer d'un territoire par la force. Mais elle ne dit pas cela à propos de la Serbie, à laquelle l'OTAN, les États-Unis et son pays, l'Allemagne, ont arraché le Kosovo. Elle n'applique pas non plus cette règle aux Israéliens, qui annexent des terres partout où ils le peuvent, dans leur quête de Lebensraum au Moyen-Orient. Elle ne l'applique qu'aux Russes. C'est une sorte de deux poids, deux mesures, et une position irrationnelle qui rend l'Europe vraiment risible en tant qu'acteur de politique étrangère. Les Européens semblent déterminés à rester inférieurs à la somme de leurs parties. Et tant qu'ils persisteront ainsi, ils pourront bien posséder de nombreuses caractéristiques d'une superpuissance géoéconomique, même s'ils sapent cela par leur propre division interne. Mais ils ne sont pas une superpuissance politique, comme ils devraient l'être. Et je pense que le monde s'en porterait mieux si l'Europe en était une. Elle pourrait tenir tête aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à d'autres pays ou alliances, mais elle ne fait aucun pas dans cette direction, à ce que je peux voir. Vous avez mentionné Kaja Kallas. Un journaliste lui a demandé s'il était temps pour l'Europe d'avoir son propre Steve Witkoff dans les négociations, avec les Russes aux côtés, vous savez, de Kushner et de l'équipe américaine. Et voici en substance ce qu'a dit Kaja Kallas. Ne serait-il pas à ce stade utile d'ouvrir des négociations directes avec Moscou et d'envoyer une sorte de Witkoff européen? Merci.
Thank you. Eh bien, tout le monde a été très clair, surtout les Russes, sur le fait qu'ils n'ont aucun intérêt pour la paix en ce moment. Nous devons donc, encore une fois, les placer dans une position où ils seront obligés de négocier. Pour l'instant, ils ne sont pas dans cette position, car ils pensent pouvoir tenir plus longtemps que l'Ukraine. Et ils espèrent aussi qu'une très bonne offre leur sera faite, puisqu'ils constatent qu'une forte pression est exercée sur la victime, mais qu'aucun véritable sacrifice ne leur est demandé. Du moins, nous ne savons pas si des sacrifices leur ont été demandés. Il est donc clair qu'ils veulent négocier avec ceux qui leur offrent simplement quelque chose de plus par rapport à ce qu'ils possèdent déjà. C'est évidemment dans leur intérêt, mais cela ne devrait pas être dans le nôtre. Ambassadeur, ce qui m'étonne, c'est que la façon dont elle parle de la Russie correspond exactement à ce que fait l'Europe. Ce n'est pas une négociation. Exactly. That's one of those classic. Exactement. C'est l'un de ces classiques où le haut devient le bas et le noir devient le blanc, et tout le monde s'en réjouit. Non, bien sûr, l'affirmation selon laquelle la Russie ne veut pas la paix, la Russie ne veut pas négocier, est tout à fait ridicule. Cette guerre a commencé par une demande russe de négociation, que l'Occident a refusée. Lorsque la Russie a effectivement négocié avec l'Ukraine à Istanbul en mars 2022, l'Occident, en la personne du Premier ministre britannique Boris Johnson, est intervenu pour les convaincre de ne pas poursuivre les négociations et de ne pas faire la paix. En somme, c'est une manière détournée pour Mme Kallas de dire « Nous voulons que la guerre continue. Nous ne voulons pas qu'elle s'arrête. » Et l'affirmation selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, les Russes voudraient plus que ce qu'ils ont déjà, eh bien c'est normal dans des négociations, je pense. Je veux dire, je ne crois pas qu'on entre dans une négociation en disant « Eh bien, j'ai tout ce que je veux, je n'en veux pas davantage, et vous n'avez rien à faire, parce que j'ai déjà réglé le problème. » Je ne vois pas les choses ainsi. Mais l'hypothèse sous-jacente selon laquelle la Russie ne continuerait pas à en prendre davantage est complètement fausse. C'est une illusion. Je ne sais pas dans quel monde de rêve elle vit, elle et ses collègues européens. Ce n'est pas une stratégie, c'est un espoir. Et l'espoir n'est pas une stratégie, c'est un vœu pieux. Ambassadeur Chas Freeman, vous avez mentionné que Macron se trouvait en Chine. Comment voyez-vous le rôle de... Eh bien, il semble que Macron fasse la même chose qu'Olaf Scholz lorsqu'il était chancelier de l'Allemagne. En ce moment, il est en Chine pour essayer de les convaincre de jouer un rôle équilibré en Ukraine. Que veulent-ils réellement de la Chine? Et qu'est-il possible pour la Chine de faire? Eh bien, je pense que c'est en grande partie motivé par des intérêts commerciaux. Je veux dire, il est accompagné en France d'une délégation d'affaires très influente. Cependant, bien qu'il soit là dans un cadre purement bilatéral, il parle aussi de la relation de la Chine avec l'Europe dans son ensemble. C'est une position très gaulliste, une position typiquement française. Et cela rejoint ce que je disais sur le fait qu'il est plus probable que l'Europe se désagrège que la Fédération de Russie. Je veux dire, la France n'est pas à l'aise avec la position de l'Allemagne en ce moment. Ce partenariat est devenu plus difficile. Donc je ne sais pas exactement ce qui en ressortira. Évidemment, Macron espère que les Chinois feront pression sur les Russes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais cela n'arrivera pas. Les Chinois ont été scrupuleusement non belligérants dans cette affaire. Ils ne sont pas des belligérants. En réalité, la plupart des drones ukrainiens, ce que beaucoup refusent de voir, sont fabriqués à partir de pièces chinoises.
Donc bien sûr, les Russes utilisent des pièces chinoises et les Ukrainiens aussi. L'Europe et les États-Unis n'ont donné aucune incitation à la Chine pour qu'elle fasse pression sur la Russie. Car fondamentalement, la thèse est la suivante. Si les États-Unis et l'OTAN parviennent à stabiliser la situation en Ukraine, alors nous nous attaquerons à la Chine. Alors pourquoi la Chine accepterait-elle de relâcher la pression sur la Russie pour que nous puissions la reporter sur elle? C'est là le problème fondamental. Oui, Monsieur l'ambassadeur, vous m'avez récemment envoyé une note de discours, un texte sur votre point de vue concernant la Chine et la situation actuelle avec la Chine. Le titre est « Ensemencer l'avenir à la Chine ». Que se passe-t-il dans cette relation? À mon avis, il devrait y avoir une forme de compréhension mutuelle entre les États-Unis et la Chine, car l'avenir serait prometteur si ces deux superpuissances pouvaient se comprendre, leurs objectifs et la manière dont elles peuvent coopérer et faire des compromis l'une avec l'autre. Eh bien, je pense que les Chinois le souhaitent vraiment. Ils ne veulent pas de la relation tendue et hostile qui s'est développée entre eux et les États-Unis. Ils ont un problème appelé Taïwan, qui est une province de la Chine où le camp vaincu de la guerre civile chinoise s'est réfugié sous la protection américaine. Ils aimeraient voir une résolution négociée de cette question. Et les États-Unis, bien qu'ils prétendent soutenir un règlement pacifique, s'opposent en réalité à une telle issue. Donc il y a cette question. Mais à Busan, lorsque le président Trump a rencontré le président Xi Jinping, ils l'ont fait en tant qu'égaux. C'était une première. Il me semble que Trump a implicitement admis que les États-Unis ne peuvent pas surpasser la Chine sur le plan économique et ne peuvent pas non plus gagner une guerre contre elle. Mais il s'est entouré de personnes, des faucons anti-Chine, qui ne sont jamais allés en Chine, ne l'ont jamais étudié, ne connaissent ni la langue ni l'histoire, mais croient déjà tout savoir sur la Chine. Tout repose sur un raisonnement a priori de leur part. Et ils projettent sur la Chine leur propre image, en supposant qu'elle se comportera comme les États-Unis, qu'elle poursuivra une destinée manifeste, s'étendra, deviendra l'hégémon mondial, et ainsi de suite. Bien sûr, il n'existe aucune preuve réelle de cela. En réalité, les États-Unis ont abandonné leur rôle de leader sur un large éventail de questions. La COP30 à Belém s'est tenue sans présence américaine. Les Chinois, bien qu'ils fassent des efforts importants pour lutter contre le changement climatique à l'intérieur de leurs frontières, et qu'ils développent des technologies essentielles pour freiner la hausse des températures mondiales, ne prennent pas l'initiative dans l'élaboration de nouvelles solutions. Ils ne le font pas non plus en matière de réglementation du commerce et des investissements. Je veux dire, ils aimeraient voir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, reprendre de l'importance, et ils travaillent avec d'autres membres des BRICS pour reproduire les règles de l'OMC, mais ils ne font rien de vraiment innovant. Sur la question de la non-prolifération nucléaire, ils sont clairement alignés avec les États-Unis pour s'y opposer. Mais ils n'en prennent pas la direction. Je ne vois donc pas les Chinois chercher à dominer le monde. Je pense qu'ils ne veulent pas des responsabilités ni des charges que cela impliquerait. Ils ne souhaitent pas reproduire le rôle américain dans le monde. Quoi qu'ils fassent, ce sera conforme à leurs intérêts, tels qu'ils les perçoivent. Et ils essaieront de minimiser leurs risques, tout en maximisant leurs atouts à l'échelle internationale. Ce qui se passe, en réalité, n'est donc pas ce que le récit américain prétend. Vous savez, on dit que la Chine cherche agressivement à évincer les États-Unis de leur position de leader mondial. Non, ce sont les États-Unis qui se retirent eux-mêmes du leadership mondial. Ils se retirent des organisations internationales, en sanctionnent certaines,
abandonne le droit international et la Charte des Nations Unies, adopte les standards de comportement israéliens plutôt que ceux de la communauté internationale, et prennent des décisions économiques dénuées de sens. Les droits de douane qui augmentent les prix, non seulement des biens de consommation, mais aussi des intrants industriels, rendent la production américaine plus coûteuse et moins compétitive. Nous désinvestissons dans notre système éducatif. We are disinvesting in our educational system. We are severing the very productive partnerships. Nous rompons les partenariats très productifs entre le gouvernement fédéral et les universités de recherche. Nous expulsons des personnes essentielles au bon fonctionnement des affaires courantes. Et nous avons créé une atmosphère dans laquelle 3 scientifiques américains sur 4, qu'ils soient nés aux États-Unis ou à l'étranger, ont apparemment envisagé ou envisagent de quitter le pays. Ce n'est pas une stratégie compétitive face à la Chine. Nous devrions être en concurrence avec la Chine. Les réussites de la Chine devraient nous inciter à nous réformer et à en faire davantage, mais ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, nous nous replions. La mauvaise nouvelle pour vous au Brésil, c'est que nous pourrions nous replier sur l'hémisphère occidental. Et tout récemment, la Maison-Blanche de Trump a publié ce qu'ils ont appelé le corollaire Trump à la doctrine Monroe, une déclaration de doctrine très belliqueuse qui respecte la souveraineté américaine, mais celle de personne d'autre. Et nous voyons maintenant, avec le Venezuela, la Colombie et d'autres pays du bassin des Caraïbes ou d'Amérique centrale, un effort d'intervention à la fois militaire et politique. Nous venons de libérer le baron de la drogue, l'ancien président du Honduras, alors même qu'il purgeait une peine de 45 ans pour plusieurs tonnes de cocaïne introduite aux États-Unis. Nous venons également de soutenir une faction de la politique hondurienne, dans l'espoir de la faire accéder à la présidence, qui est liée à cet homme qui rentre maintenant chez lui, au Honduras. Pendant ce temps, nous nous livrons à des meurtres en mer. Vous savez, les meurtres en mer sont la nouvelle tendance. Et bien sûr, cela est maintenant devenu très controversé, avec le secrétaire à la défense, le soi-disant secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui ne gardera probablement pas son poste très longtemps. Je veux dire, soit Trump le renvoie, soit il démissionne, soit il pourrait même être destitué par le Congrès, car il a fait des choses auxquelles même les républicains, qui d'ordinaire soutiennent sans réserve l'administration Trump, s'opposent. Il s'agit donc essentiellement de tuer des personnes innocentes. Ou peut-être innocentes, nous n'en savons rien. Aucune procédure régulière, juste des meurtres. Et l'incident précis qui a tout déclenché remonte à septembre. La première frappe contre le hors-bord a laissé 2 survivants. La frappe contre le hors-bord était un crime de guerre. C'était un acte de piraterie, illégal au regard du droit international. Mais le droit international et le code militaire américain exigent le sauvetage des survivants d'attaque, non leur meurtre. Et pourtant, Hegseth semblait ne vouloir laisser aucun survivant. Il semble que l'amiral responsable du commandement sud et de ses opérations, l'amiral Halsey, ait démissionné parce qu'il avait secouru 2 personnes, l'une de Colombie et l'autre d'Équateur, et qu'il était en désaccord avec le secrétaire Hegseth, estimant que ses ordres étaient illégaux et ne devaient pas être exécutés. Il y a donc une vive controverse qui reflète l'abandon par les États-Unis du respect de l'État de droit. Monsieur l'ambassadeur, en regardant la Chine aujourd'hui, à mon avis, la Chine a complètement changé la donne. Vous savez leur attitude en matière de création de nouveaux partenariats, et si l'on compare cela à la politique étrangère des États-Unis depuis si longtemps, à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, on constate une militarisation, le déploiement de plus de 800 bases militaires à travers le monde,
ce qui n'a rien apporté aux États-Unis. Regardez ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Asie de l'Ouest, et maintenant en Ukraine. Mais d'un autre côté, partout où la Chine s'implante, elle tire profit de ces investissements. Par exemple, en Afrique, ce qu'ils y font, cela s'inscrit dans une stratégie à long terme de leur part. Alors les États-Unis vont-ils reconnaître que cette attitude militarisée a échoué et qu'il faut changer de cap, ou vont-ils s'y accrocher encore davantage? Eh bien, je pense que les électeurs américains en 2024 pensaient élire une administration qui allait faire cela, qui allait réduire l'empreinte militaire américaine à l'international, qui allait faire preuve de retenue en matière de politique étrangère, ne pas prendre de nouveaux engagements ni déclencher de nouvelles guerres. Le président Trump avait promis d'être un artisan de la paix. Il s'est au contraire révélé belliciste. Et aucun exemple n'illustre mieux cela que l'attaque contre l'Iran, menée de concert avec Israël, le soutien au génocide israélien à Gaza et l'incapacité à s'opposer efficacement aux exactions israéliennes en Syrie. Apparemment, il est en désaccord avec le Premier ministre Netanyahou au sujet des bombardements israéliens en Syrie et des incursions israéliennes dans ce pays. Quoi qu'il en soit, le point ici, c'est qu'il n'y a pas de comparaison possible. La Chine est désormais la force motrice de l'économie mondiale. C'est de là que provient la majeure partie de la croissance. En termes de parité de pouvoir d'achat, elle est un tiers plus grande que les États-Unis. Elle abrite plus d'un quart des scientifiques, ingénieurs, techniciens et mathématiciens du monde. Elle possède le plus grand service diplomatique au monde et est présente dans plus d'endroits que tout autre pays. Comme je l'ai dit, elle pratique une neutralité stratégique, ce qui lui permet de parler à tout le monde. Elle ne se laisse pas enliser en prenant parti dans les querelles des autres. Beaucoup trouvent cela contestable. Ils souhaiteraient, par exemple, qu'en Asie occidentale, les Chinois les soutiennent plutôt que d'adopter une position neutre. Mais la Chine se fait des amis. Elle soigne sa réputation, en partie parce que, contrairement aux États-Unis, elle n'insiste pas pour imposer son propre système ou ses propres idées à ses partenaires. Par le passé, la Chine a été critiquée pour son indifférence à l'ordre politique d'autres pays, à la situation des droits de l'homme ou à d'autres questions. Elle ne s'en mêle tout simplement pas. Et cela lui permet de diriger par l'exemple. Dans la philosophie chinoise associée à Confucius, il y a un penseur nommé Mencius, ou Mengzi en chinois, qui a formulé un point très important que les États-Unis ont, je pense, longtemps compris instinctivement. La manière la plus efficace d'exercer une influence à l'étranger est de donner le bon exemple chez soi. Et si vous avez donné le bon exemple, les gens voudront venir apprendre de vous. Comment faites-vous cela? Comment vos réussites sont-elles obtenues? Les États-Unis ne connaissent pas beaucoup de succès ces derniers temps. La Chine, elle, en connaît beaucoup. Bien sûr, la Chine a de nombreux problèmes. Des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes avec les minorités et des problèmes avec certains de ses voisins. Par exemple, les deux Corées, une relation tendue avec l'Inde, des différends frontaliers et une relation plutôt stable avec le Vietnam, car les Vietnamiens ont appris, au fil de plusieurs millénaires, à gérer leurs relations avec un pays bien plus grand situé au nord. Et ils le font avec beaucoup d'adresse. Ils ne se soumettent pas à la Chine, mais ils ne la provoquent pas non plus. Nous voyons donc la Chine émerger comme la force dominante de l'économie de l'Asie-Pacifique, entretenant même une très bonne relation avec la puissance montante qu'est l'Indonésie. Et nous avons maintenant à Séoul, en Corée du Sud, un gouvernement de nouveau désireux de poursuivre une relation de coopération avec la Chine. La Corée du Nord semble suivre une voie différente, ayant choisi de s'allier à la Russie.
Mais vous savez, les Chinois, ils ne font pas tout parfaitement, mais ils font beaucoup de choses correctement. Il est difficile de trouver beaucoup de choses que les États-Unis font bien en ce moment. It's hard to find very many things the United States is doing right at this point. Tu te souviens, avant de conclure, quand Donald Trump, le candidat Trump avant d'être élu, parlait des sanctions, de leur caractère dévastateur pour les relations. Tu sais, dans le cas de l'Iran, dans le cas de la Russie, et du fait que ces pays n'ont pas besoin d'être nos ennemis. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de l'Iran, de la Russie et d'autres pays sanctionnés, même l'Inde, l'Europe, le Canada, mais aussi d'imposer des sanctions à des personnes qui se battent pour la justice, en particulier dans le cas de Gaza. Nous avions, tu sais, Francesca Albanese. Elle a été sanctionnée par les États-Unis, par le président. Voici ce qu'elle a dit à propos de la situation dans laquelle elle se trouve face à ces sanctions. Mon assurance a refusé de me rembourser. J'ai une assurance maladie privée et ils ont refusé de me rembourser parce que je suis sanctionnée par les États-Unis. Le Parlement européen m'a récemment invité à donner une conférence. Ils avaient réservé une salle pour moi et elle a été annulée parce qu'elle était à mon nom. Même les transactions financières qui n'ont rien à voir avec moi mais qui contiennent mon nom sont bloquées. Par exemple, si vous essayez de transférer une livre, $1 ou €1 à vos amis avec mon nom dedans, eh bien, cela ne passera pas. C'est immense, tu sais, d'après mon expérience personnelle. C'est tellement. Well, it is such an abuse of power. Eh bien, c'est un tel abus de pouvoir que cela provoque un contre-coup contre le dollar et sa militarisation qui atteint son apogée. Je pense d'ailleurs que Francesca Albanese aurait dû recevoir le prix Nobel de la paix. Elle y avait clairement droit, par son courage, par ses principes, par son honnêteté, par ses efforts face à une opposition énorme qu'elle vient de décrire. Donc, je pense que lorsque vous avez mentionné l'affection de Donald Trump pour les sanctions et les tarifs douaniers, vous savez, c'est une erreur qui remonte loin. C'est le genre d'erreur que les narcissiques commettent. Thomas Jefferson, qui était admirable à bien des égards, pensait que si nous coupions le commerce avec le Royaume-Uni, cela mettrait le Royaume-Uni à genoux. Au lieu de cela, ils ont envahi pendant la guerre de 1812. Ils ont incendié la Maison-Blanche et pris le Capitole. Et nous en avons tiré un poème à propos de bombes éclatant dans le ciel à Baltimore, qui est devenu notre hymne national. Woodrow Wilson croyait fermement que les sanctions étaient un outil plus puissant que la guerre, qu'on pouvait mettre un pays étranger à genoux et le forcer à faire tout ce qu'on voulait en le sanctionnant. Eh bien, cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas du tout fonctionné. En fait, en appliquant cette philosophie pour punir le Japon de ses exactions en Chine à partir de 1931, le seul résultat fut de pousser les Japonais à attaquer Pearl Harbor. Ça s'est complètement retourné contre nous. Et elle continue de se retourner contre nous. Vous savez, c'est une philosophie des affaires étrangères totalement dysfonctionnelle. Et pourtant, nous semblons y être attachés. Pourquoi? Parce que les personnes qui imposent des sanctions réussissent toujours à faire ce qu'elles veulent vraiment faire, c'est-à-dire montrer qu'elles sont du bon côté, selon leur propre vision, et infliger des pénalités à quelqu'un d'autre. Donc, si vous imposez des tarifs ou des sanctions, qui paye? Pas vous. Vous êtes un politicien. Ce sont les entreprises qui paient, les particuliers qui paient, et dans le cas des sanctions, d'autres pays qui paient. C'est un coup facile, mais cela n'accomplit rien. Il n'existe aucun précédent où des sanctions auraient entraîné un changement de régime. Nous prévoyons maintenant d'attaquer le Venezuela, apparemment, parce que 2 décennies de sanctions ont, comme on pouvait s'y attendre, échoué à changer le régime.
Je ne pense donc pas grand-chose de ce tournant dans la politique américaine. Et la partie la plus regrettable, pour conclure, c'est que tout ce que nous avons fait, contrôle à l'exportation, tarifs douaniers, sanctions, boycotts, et ainsi de suite, les Chinois l'ont appris de nous. Et maintenant, ils le font à leur tour. Ce que nous avons commencé devient désormais universel. Nous revenons à la loi de la jungle. La force fait le droit. Il n'y a plus de règles. Et je pense que nous commençons à le regretter. Nous le regretterons encore davantage avec le temps. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Ravi de discuter avec vous. Always interesting. Toujours intéressant.